Alors, bonjour, ouais, je m'appelle Jeff. Moi, je m'appelle Je m'appelle Monsef. Laura. L'histoire que je vais Cette te histoire raconter. Alors, incroyable. mon histoire, moi, elle commence Mon à histoire, en fait, Budapest. pour la raconter, il va falloir remonter un petit Il y peu a en à peu près arrière. 6 ans, et en 2014. 2015. Il y a eu un instant précis qui a bouleversé énormément de choses. Changé toute ma vie en fait. C'était un tournant dans ma vie qui a un peu tout chamboulé. Et en fait, je suis là pour vous raconter ma life. Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 26e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous recevons Nathalie qui était venue témoigner dans l'épisode 8 pour nous raconter son instant T. Cette fois-ci, elle revient sur la même période de sa vie mais nous raconte une histoire vécue en parallèle qu'elle avait gardée secrète. Atteinte d'une maladie dégénérative, Nathalie est contrainte de se déplacer en fauteuil roulant, ce qui restreint énormément sa mobilité. Alors que sa fille lui demande de l'accompagner en Tunisie, elle accepte ce défi et voit en à peine une semaine son état de santé s'améliorer grandement. Un après-midi, toutes les deux installées à la terrasse d'un café, Nathalie va faire une rencontre qui va la marquer profondément. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Nathalie. Retour à l'instant T. Bonjour Nathalie, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Je suis ravie de te recevoir de nouveau parmi nous aujourd'hui. Bonjour Lucie, moi je suis ravie de revenir. Alors pour ceux qui n'ont jamais écouté Nathalie, on avait déjà enregistré un épisode toutes les deux dans la saison 1 où tu nous racontais un de tes instants T, car Nathalie a plusieurs instants T dans sa vie. Oh oui. Et cette fois-ci, justement, on va retourner en fait à la même période de ta vie, mais un instant T en cacher un autre. Et cette fois-ci, on fait un épisode dédié à celui-ci pour que tu nous expliques en profondeur cette histoire. Alors, est-ce que Nathalie, tu peux nous raconter le contexte de ton instant T pour ceux qui n'ont pas découvert le premier épisode, vous pouvez l'écouter avant. Sinon, celui-ci est indépendant. Donc, est-ce que tu peux nous raconter le contexte de ton histoire ? Oui, alors donc le contexte, ça va être un petit peu le même que celui que j'ai présenté dans le premier épisode. J'avais donc 48 ans, j'avais des gros problèmes de santé, je ne travaillais plus, j'étais en fauteuil roulant pour tous les déplacements extérieurs et puis j'avais une autonomie qui était quand même très très réduite. J'ai eu la chance de pouvoir partir avec ma fille en Tunisie, donc une aventure incroyable, extraordinaire, que je raconte dans l'autre épisode. Donc je vous laisse le découvrir. Et en fait, suite à cette aventure, j'ai pu remarcher. Voilà, j'ai retrouvé une forme d'autonomie que j'ai petit à petit développée et j'ai réussi oui, à sortir du fauteuil roulant. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire et d'incroyable. Ça s'est fait lors de plusieurs séjours en Tunisie, entre autres. Donc là, on va arriver à l'instant T dans l'instant T pour parler d'une rencontre que j'ai faite, qui était lors du deuxième séjour donc, que j'ai fait en Tunisie. Donc à ce moment-là, j'étais encore mariée, mais ça n'allait pas bien entre nous, pas bien du tout. Et puis, voilà, quoi. Moi, je retrouvais une forme d'indépendance et j'étais dans une relation très étouffante. Donc, pour moi, c'était vraiment aller en Tunisie, c'était à la fois retrouver un climat qui me faisait énormément de bien et à la fois m'échapper de cette situation dont il fallait que je sorte. Mais voilà, j'étais en train de travailler là-dessus, mais ça demande parfois du temps. Et ces escapades en Tunisie me permettaient vraiment voilà, c'était une bouffée d'oxygène. Donc, octobre 2015, c'était notre deuxième séjour. Donc, je partais avec ma fille parfois, pas tout le temps, mais là, elle est avec moi. Et puis, on était dans un salon de thé et on était sur la terrasse. Et là, je vois un serveur de dos qui regardait la rue, enfin, il regardait vers la rue. Et il s'est passé quelque chose de très bizarre, c'est-à-dire que j'avais même pas vu son visage puisqu'il était de dos, mais je captais ce qu'il ressentait. Et là, ça m'a beaucoup déstabilisée. Alors, moi, c'est vrai que j'ai une intuition très forte, que j'arrive très rapidement à ressentir ce que les gens portent en eux, mais aussi ressentent. Mais voilà, c'était la première fois que ça se faisait de cette façon-là. Et puis, c'était vraiment que lui, parce que je me souviens, je regardais les autres personnes autour en me disant, bah, peut-être que lui. Non, non, c'était que cette personne-là, quoi. Et à un moment donné, il se retourne et là, on s'est fait un sourire, mais comme si on se reconnaissait en fait. Et en fait, on part du salon de thé
et on avait acheté un tableau, une peinture, qu'on avait oublié dans le salon de thé. Et là, il court vers nous et il nous rend la peinture. Et puis, on commence à discuter ensemble. Et il était vraiment super gentil, adorable et tout. Et on échange nos numéros de téléphone. Mais surtout, vraiment, ce qui m'avait frappé, c'est la douceur qui l'émanait, quoi, qui se dégageait de lui. Petite précision quand même, c'est que j'avais 48 ans à l'époque, il en avait 28. C'était pas un souci. J'étais pas partie dans l'idée de tomber amoureuse de ce garçon et d'avoir une relation sentimentale avec lui. Donc voilà, on se quitte, nous on rentre en France et puis en fait on a commencé à échanger sur Messenger, hein, sur le message privé. Alors il avait beaucoup de mal à parler français, il parlait très peu le français. Du coup on essayait de communiquer alors avec Google Traduction au début et puis petit à petit on finissait par se comprendre. Bon, je dois dire il est très très intelligent et il apprend très très vite, donc il a quand même réussi à comprendre le français en quelques mois. Et on a échangé comme ça pendant des mois et des mois et des mois. Et ce qui était hallucinant, c'est que c'était tous les jours. Il n'y a pas une journée où on n'a pas échangé un petit... des fois, c'était juste un petit bonjour, comment ça va, c'est tout, quoi. Mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je me souviens même que sur cette période, j'ai perdu mon papa. Et même le jour où j'ai perdu mon papa, on a échangé, quoi. Et il a été là. C'était une relation donc voilà, par messagerie privée, une relation amicale qui était vraiment très douce, très, très agréable. Enfin voilà, il n'y avait pas de malentendu, pas d'ambiguïté du tout. C'est quelqu'un de très respectueux. Donc voilà, c'était vraiment pour moi un très bon ami. Tu avais parlé de lui à ton mari? Oui, bien sûr. Je te dis, moi, comme je suis quelqu'un qui me lit facilement, voilà, ça l'avait pas plus choqué que ça. Et puis, je suis constamment entourée de plus jeunes que moi, quoi. Ça, c'est quelque chose aussi qui est assez courant chez moi. J'ai un vrai, vrai feeling avec des personnes plus jeunes. Pour autant, j'ai eu un compagnon qui avait 15 ans de plus. Enfin, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à côté de ça, donc, mon histoire, mon autre histoire, par rapport à mon handicap, mon autonomie et tout, j'avais eu l'opportunité de pouvoir louer un appartement en Tunisie. Et là, je me suis dit, mais oui, il faut saisir cette opportunité parce que clairement, quand j'étais là-bas, j'arrivais à sortir du fauteuil, à retirer le collier cervical, la ceinture lombaire, j'arrivais à marcher beaucoup mieux. Donc, je me disais, en allant régulièrement, eh ben, je vais certainement pouvoir retrouver cette autonomie voilà, à laquelle j'aspire tant, quoi. Donc, j'ai saisi cette opportunité et je suis partie au mois de juin pour donc récupérer les clés de mon appartement et puis voilà, l'aménager petit à petit à mon goût. Enfin, il était meublé, mais il fallait quand même prévoir certaines choses. Et donc, il était là. Donc, ça faisait déjà, oui, c'est ça, 8 mois qu'on communiquait ensemble, hein. Donc, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, autant vous dire que déjà, j'avais l'impression de le connaître le premier jour où je l'ai vu. Mais là, voilà, on n'avait quasiment plus de secret l'un pour l'autre. Et donc, il était là, il est venu me chercher à l'aéroport avec un ami. Avec cet ami, puis d'autres amis m'ont accompagnée parce que, oui, j'avais des choses à acheter. Enfin, j'étais super bien entourée. Et en fait, j'avais très envie de faire un road trip parce que je connaissais pas la Tunisie. Donc j'étais venue pour 3 semaines, je crois, et je connaissais pas du tout la Tunisie, je connaissais que Hammamet et Tunis, et j'avais vraiment envie d'explorer le sud, d'aller à Djerba, de découvrir le Cap Bon, qui est vraiment une région magnifique. Enfin bon, voilà. J'ai cette idée de louer une voiture, sauf que à l'époque, j'étais encore trop faible, trop fragile pour conduire une voiture sur des grandes distances comme ça. Et je lui propose, je lui dis, parce qu'il avait des jours de congé, hein, je crois qu'il avait une semaine ou quelques jours de congé. Je lui dis, est-ce que tu veux qu'on parte ensemble? Voilà, je loue une voiture et puis on part à l'aventure. Alors là, pour lui, forcément, c'était magique, quoi, parce que c'est pas une culture et un peuple qui bouge beaucoup. Ils vont pas forcément avoir cette envie de voyager tout le temps, alors que lui, il l'a très profondément. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a en commun tous les deux. Donc forcément, là, il était au septième ciel. Et on part tous les deux comme ça. Et là, c'était waouh. C'était waouh, magique. C'est encore difficile pour moi, j'en bafouille, de mettre des mots dessus. Pour lui aussi, d'ailleurs, des années après. Alors, on les a appelés depuis nos 4 jours de folie. Parce que c'était complètement fou.
Je me souviens, le premier jour, on a fait le tour du Cap Bon, qui est une région magnifique. Je vous recommande vraiment si vous allez en Tunisie. Et on mettait la musique à fond, on mettait Hotel California à fond dans la voiture et on chantait à tue-tête comme ça et on riait aux éclats. Mais en fait, c'était complètement improbable parce que on se connaissait à peine vraiment concrètement dans la vraie vie, dans la 3D, dans tout ce que vous voulez. On s'était vu quelques jours en octobre 2015. On avait communiqué, certes, on avait parlé tous les jours sur les réseaux sociaux, mais en dehors de ça, voilà quoi. Donc, on a fait le Cap Bon le premier jour. Je reviens chez moi, donc je dors à Hammamet dans mon appartement. Et puis en me déposant, il me dit, bah, si tu veux, si ça te dit, on va à Djerba. Alors je calcule dans ma tête, Djerba, c'était quand même 6 heures de route. Et moi, ça faisait des années que je n'avais pas fait autant de route à cause de ma santé. Donc je me suis dit, est-ce que tu vas être capable ou pas? Donc il me dit, écoute, tu dors, on verra demain matin. Oh là là. Le lendemain matin, à 8 heures, ma valise était prête, je l'appelais, lui il dormait à point fermé. Je lui dis, t'es prêt? On part à Djerba. Ok, il met trois chaussettes, machin, un t-shirt dans un sac, et nous voilà partis à Djerba. Et donc, on est parti à Djerba. On est arrivé, bah forcément, on a fait la route la journée, hein. En plus, c'était en plein ramadan, donc on ne pouvait pas s'arrêter dans les restaurants pour manger et tout. Donc, on mangeait des bananes en cachette, parce que bah, lui, du coup, a fait une entorse au ramadan à ce moment-là. Enfin bon, bref, c'était très drôle. Et puis, on a fait des kilomètres et des kilomètres comme ça, parfois sans se parler. Et c'était fou parce qu'on n'avait pas besoin de se parler. C'est comme si on communiquait en fait dans le silence. C'était vraiment une communication dans le silence. Je me souviens, à un moment donné, on s'arrêtait dans une station-service et il y avait du vent et bon, bah, mes cheveux sont envolés. Et là, avec beaucoup de douceur, il m'a remis une mèche en place comme ça. Il était juste devant moi et waouh, là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Il y avait une forme d'attraction entre nous deux, mais je dis bien attraction, c'était pas de l'attirance. Et c'était pas de l'attirance physique ou sexuelle ou je ne sais quoi d'autre. Non pas que je critique ça, hein. C'est vraiment que moi, je sentais la différence. Il y avait vraiment comme deux aimants, quoi. C'est-à-dire que quand on était l'un à côté de l'autre, on était obligé d'être en résistance pour pas voilà, aller complètement l'un vers l'autre. Mais parfois, il y avait des gestes comme ça. On est arrivé à Djerba le soir. On a mangé. Alors, c'est pareil, c'était très drôle parce que, enfin, très drôle. Il était hyper protecteur. Il faisait attention à ce que je ne mange pas avec les couverts parce qu'il pouvait y avoir, voilà, ça pouvait pas être forcément toujours très propre. Enfin, bon, bref. Et on a loué une maison pour la nuit. On avait chacun notre chambre, bien sûr. Et alors, déjà, avant de se coucher, on était dans le canapé, on regardait la télé et voilà, je sentais toujours cette histoire d'attraction là qui me perturbait. Et on est allé se coucher et là, vraiment, mais c'était super dur, quoi. Super dur parce qu'on était chacun dans notre chambre. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était d'aller à côté de lui, mais juste d'aller à côté de lui, c'est tout. Juste à côté, quoi. Pas de tenter quoi que ce soit d'approche physique, juste être à côté de lui. Ce qui est assez fou, c'est que bah après, on a eu l'occasion d'en reparler ensemble. Bah lui a fait, c'est pareil, avait la même problématique, si je puis dire. Et on était comme deux couillons chacun dans notre chambre à s'accrocher au barreau de notre lit, quoi. Bref, nous avons quitté Djerba, donc le troisième jour, hein, au matin, on a visité un petit peu Djerba. Et puis après, on est parti sur Kerouan, parce que lui est originaire de Kerouan. Et là, pareil, c'était magique, quoi. C'est une ville extraordinaire. Et voilà, et on a fait tous ces kilomètres, toujours en chantant, en riant, en faisant ça comme si on avait toujours passé, enfin, comme si on avait passé toute notre vie ensemble. Enfin, c'était assez incroyable. Et on est rentré à Mamet, et le lendemain, on a fait le nord de la Tunisie. En tout, on a fait 1200 kilomètres en 4 jours. On était obligé de respecter, on avait droit à 300 kilomètres pour la voiture, donc à chaque fois, on calculait. Mais c'était complètement fou parce que déjà, cette histoire d'attraction, d'impression d'être avec son jumeau, quoi. J'avais l'impression d'être avec mon jumeau. Entre le frère, le compagnon, je sais pas, c'était quelque chose de très particulier. Et puis bah aussi parce que moi, ça faisait des années que j'avais pas voyagé comme ça, quoi. Et moi, j'ai le voyage dans la peau, dans le sang, donc et lui aussi. Donc autant vous dire qu'on a peut-être vécu les 4 plus beaux jours de notre vie, quoi. Mais voilà, on est rentré, il s'est rien passé de concret. Et puis bah moi, au bout de 3 semaines, je suis rentrée en France. Au moment de se quitter, quand même, il m'a dit, tu vas beaucoup, beaucoup me manquer.
Mais c'est tout, quoi. Voilà. Et en fait, je sais pas, au bout de 3 semaines, ça faisait 3 semaines que j'étais en France et j'étais en lutte, complètement en lutte permanente, en me disant, mais Nathalie, mais qu'est-ce qui se passe là dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur surtout, hein, parce que la tête, elle était en résistance, hein. Le mental, c'était, non, mais oh, tu débloques là, ça va pas. T'es même pas encore officiellement séparés. Il a 20 ans de moins que toi, vous habitez à 1 500 km, c'est du grand n'importe quoi, quoi. Et puis en même temps, bah, il y a le cœur qui était là et qui disait, non, non, mais vas-y là, faut y aller, faut y aller. Tu vois, du style, ça suffit maintenant, quoi. Et puis bah, il y a un jour, c'est le cœur qui l'a emporté sur la raison, quoi. Voilà. Donc j'ai fait un truc que jamais je n'ai fait de ma vie, et jamais, 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 c'est que je lui ai envoyé un message. Et un message que j'ai essayé de rendre explicite, puisque voilà, j'essayais d'amener les choses avec douceur et avec tact, mais en même temps, il n'avait pas non plus tout le vocabulaire pour comprendre absolument tout. Donc, je faisais des métaphores, des espèces de trucs. Je tournais un peu autour du pot pour prendre la température. Et puis, bon, sa réponse a été très claire. Il m'a dit, bah, écoute, je suis vraiment l'homme le plus heureux de la Terre, quoi. Donc là, bah, j'ai compris que c'était pas moi qui me faisais des films et qu'il y avait vraiment quelque chose entre nous deux qu'on avait encore du mal à comprendre et puis peut-être à assumer aussi parce que autant te dire qu'à partir du moment où on s'est dévoilé voilà, notre amour, bah, ce qui a suivi, ça n'a pas toujours été simple et facile, quoi. Voilà. Donc, je suis retournée quelques mois après, je crois que c'était en octobre-novembre, je ne sais plus là-bas. Puis bah voilà, quoi, là, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Et puis on a commencé, enfin, notre relation, elle s'est concrétisée à ce moment-là. Moi, je naviguais entre la France et la Tunisie parce que je ne pouvais pas rester en Tunisie tout le temps parce que je n'étais pas résidente. Donc, je rentrais en France régulièrement. J'avais de toute façon mes enfants qui, certes, étaient grands, mais bon, voilà, j'avais besoin de les voir de temps en temps. Donc, on vivait ensemble en Tunisie et quand moi je rentrais en France, bah, lui restait tout seul à l'appart. Et puis voilà, on a passé ouais, 4, 5 années comme ça, avec des moments merveilleux, vraiment. Il y avait une fluidité entre nous qui était assez incroyable. Il y a eu aussi des tensions, hein. Je ne vais pas vous dire que c'était tout beau, tout rose. Il y a eu des tensions. Ces tensions, elles étaient liées à différentes choses. D'abord, elles étaient liées parfois à la culture, parce que, bah oui, on n'avait pas la même culture. Et dans une relation, bah, ça vient forcément impacter la relation, quoi. Il y avait parfois des incompréhensions. Par exemple, je me souviens d'un truc qui me fait sourire maintenant, parce que depuis, on en a parlé, et puis voilà, on a trouvé une solution. Mais moi, j'étais très carrée, et très européenne. On mange à midi, on mange à 20 heures, hein. Donc, je préparais les repas. Puis, bah, des fois, à 15 heures, il était toujours pas là. Alors là, je fumais, quoi. Je fumais. Je disais, mais il se fout de moi. Enfin, bon, j'étais furax. Mais en fait, non, c'est que dans leur culture, déjà, d'une manière générale, il n'y a pas d'heure. On n'est pas à midi à table et à 19 heures ou 20 heures. En Tunisie, ils mangent tout le temps. C'est comme en Corée d'ailleurs. En Corée, c'est pareil. Il n'y a pas d'heure de repas précise. Voilà. Et puis, bah, faut savoir que lui, moi, je l'ai rencontré, il avait 28 ans. Pendant 28 ans, enfin, quasiment 28 ans, il avait de compte à rendre à personne. Lui, pas un seul moment, il s'est dit, bah, tiens, Nathalie va m'attendre pour manger à midi. Parce que c'est pas dans leur culture. Au moment du ramadan, oui, mais sinon, il n'y a pas d'horaire. Et puis, bah, il y avait d'autres choses, hein. J'en ai pas d'autres qui me reviennent en tête là, mais ce qui était drôle, c'est qu'on était très différents l'un de l'autre sur certains points, quoi. Et pour autant, il y avait une connexion qui était très, très forte. On a vécu aussi bah, l'épreuve du cancer, hein. Je crois que j'en parle dans le premier épisode où bah, malheureusement, lui n'a pas pu venir en France avec moi pendant la période où je me suis fait soigner. Donc ça, c'était très douloureux. Et en plus, il a eu un accident extrêmement grave au moment où moi j'étais en radiothérapie, donc impossible pour moi de retourner là-bas. Donc on avait quand même des choses qui n'étaient pas simples à gérer. Et puis il y avait la différence d'âge. La différence d'âge, moi, j'avoue que les premières années, c'était très, très, très difficile pour moi. J'avais beaucoup de mal à l'assumer, je me jugeais beaucoup, je me dévalorisais beaucoup, je me questionnais beaucoup aussi parce que je me disais, mais pourquoi on me l'envoie maintenant, quoi? Pourquoi on ne me l'a pas envoyé plus tôt? Enfin bon, c'était vraiment, voilà, plein de choses comme ça.
Et puis l'histoire de l'âge, c'est parti petit à petit, parce que voilà, quoi, l'évidence était là de toute façon. Et à un moment donné, moi je sais que jamais je ne juge par rapport à l'âge à l'extérieur. Alors pourquoi je le faisais pour moi, quoi. Il y a un moment donné, je me suis dit, pourquoi tu t'infliges quelque chose que tu ne fais pas pour les autres? Alors bien sûr, hein, on a eu des remarques, des réflexions, parce qu'en fait, il assumait au point de me tenir la main dans la rue, ce qui était assez incroyable, parce que déjà, on ne se tient pas vraiment la main dans la rue quand on est en Tunisie. Ils sont très, très pudiques. Donc, je trouvais ça doublement beau de sa part. Et oui, on a eu des réflexions hein, de gens qui sont passés, alors comme ils insultaient en arabe, donc ça tombait bien, moi comme ça je comprenais pas, je me doutais de ce qu'ils disaient, quoi. Mais au bout d'un moment, on est passé au-dessus de tout ça. Et ce qui était assez incroyable, c'est que au départ, il l'a caché à ses amis et puis à sa famille. Et puis petit à petit, tout le monde s'en est rendu compte, bien sûr, hein. Les gens l'ont très bien accepté. Ils l'ont très bien accepté. Et c'était drôle parce que c'est pareil en Tunisie, c'est rare qu'on reçoive chez soi. On va entre amis au restaurant, mais on reçoit rarement dans sa maison. Alors si, pour des fiançailles, des fêtes religieuses, des choses comme ça. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, alors moi, forcément, à l'européenne, je disais aux gens, venez, venez, venez. Au début, ils étaient très mal à l'aise parce que c'est pas vraiment dans leurs habitudes. Mais à la fin, tu n'imagines pas, on avait du monde tout le temps. Un peu comme si cet amour qu'on avait entre nous, eh ben, ça aimantait aussi les gens, tu vois. C'était fou parce que quand on était ensemble, on vibrait tellement fort l'amour que c'est comme si des gens venaient prendre leur part, tu vois. Tu sais, comme quand tu vas à la source chercher de l'eau ou quelque chose comme ça, mais c'était vraiment ça. Et à la fin, mais c'était la folie, quoi. On désemplissait pas la maison, quoi. Il y avait toujours du monde, on faisait des fêtes, on dansait. Et ce qui était incroyable aussi, c'est que là-bas, les garçons, enfin les hommes sortaient avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et en fait, moi, j'allais partout. Ils m'emmenaient partout. Donc j'ai fait plein plein de fêtes entre garçons où j'étais la seule femme. Et ça, je pense que j'ai eu le droit de le faire par rapport à mon âge. Je pense que mon âge a été un réel avantage. Il y avait un profond respect de la part de tous ses amis. Ils savaient que j'étais une personne droite. J'allais pas soit dire ah tu sais un tel a picolé ou il a fait ci ou il a fait ça ou alors essayer de séduire un autre ou je sais pas quoi, enfin voilà. Donc en fait moi je participais à plein de fêtes, je sortais dans les certains bars avec eux, je faisais des journées barbecue dans la montagne, des journées au bord de la mer. C'était rigolo parce qu'ils étaient une dizaine de garçons et moi j'étais la seule fille, quoi, tu vois, avec mes presque, je devais avoir 50 ans à l'époque, mais ça gênait personne, quoi. Tout le monde était très respectueux. Voilà, donc à la fois, on avait des moments difficiles, des épreuves qui n'étaient pas des petites épreuves, hein, parce que c'est pareil, suite à mon cancer, j'ai fait une lymphangite, hein, c'est-à-dire que j'ai attrapé une infection par le biais de mon bras qui avait été opéré et je me suis retrouvée avec 42 fièvres. Euh, on a dû aller à l'hôpital. Enfin bon, enfin, vraiment, on a traversé des trucs. Mais à côté de ça, il y avait des moments qui étaient magiques, quoi, vraiment magiques. Tous ces moments passés comme ça, ensemble, soit tous les deux, soit avec ses amis, soit avec sa famille. Moi, j'ai été à plusieurs reprises dans sa famille. Alors, c'était très particulier aussi parce que je ne parlais pas arabe et je parle aujourd'hui très, très mal l'arabe. Mais ce qui était fou, c'est que, en fait, quand j'étais avec eux, j'étais tellement en communion que eux parlaient entre eux et avec moi en arabe, et c'est comme si je comprenais, en fait. C'est comme si je comprenais. Et ça m'a apporté énormément parce que ce sont des gens qui vivent avec rien. J'étais toujours reçue comme une princesse, comme une reine même, je peux le dire. Et puis, je me suis reconnectée à l'humilité, à la simplicité, à la joie de vivre, quoi. Je me souviens de soirées dans sa famille, que ce soit à Djerba ou à Kerouan, où on riait aux éclats, on riait avec les enfants autour, les enfants qui n'avaient rien, ni console, ni téléphone, ni rien du tout. Et, euh, et voilà, quoi, ouais, ça avait ce côté aussi magique. Et puis est arrivée l'année 2020, donc avec la Covid. Et là, c'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué parce que
on commençait un petit peu, même si on avait en fait décidé de vivre au jour le jour cette histoire, parce qu'effectivement, lui, m'ayant fait part au moment où on était encore amis, m'ayant fait part de son désir d'avoir un jour une famille avec des enfants, quand notre relation a démarré, c'était convenu, moi je lui avais dit que voilà, je ne me mettrai jamais, je ne m'opposerai jamais à ça, et que le jour où on sentirait tous les deux que c'était le moment de se séparer pour que lui puisse fonder sa famille, on le ferait. Donc voilà, mais pour autant, en fait, je pense que dans notre esprit, on se disait, bon, allez, on profite encore un peu, on profite encore un peu. Mais en fait, on n'arrivait pas, c'était impossible pour nous, quoi. Et on commençait à envisager de se projeter dans l'avenir, quoi. C'était quelque chose dont on commençait à parler, mais voilà, du bout des lèvres, en se disant, bon, attention de ne pas trop se projeter quand même non plus, parce que qu'on ne soit pas non plus déçus l'un ou l'un et l'autre. Mais c'est clair que cette vie d'aller-retour pour moi entre la France et la Tunisie, ouais, y avait quelque chose qui nous convenait plus, quoi. On n'était plus aussi heureux et épanouis dans cette façon de vivre notre relation. Et puis la Covid est arrivée et bah là, ça a accentué les choses parce qu'en fait, à deux reprises, moi, mon voyage a été annulé, dont un la veille au soir. Je partais un dimanche matin, le samedi soir, Castex qui annonce que les frontières étaient fermées. Il y a eu une autre fois où là, c'est la Tunisie qui a fermé les frontières. Enfin bon, je vous dis pas les larmes. Et on commençait à être fatigués tous les deux, épuisés de tout ça. On trouvait pas de solution parce que bah, moi, je pouvais venir en Tunisie, mais lui ne pouvait pas aller ailleurs que dans un pays musulman, hein, parce que c'est comme ça, hein, en Tunisie. Enfin, tous les pays musulmans, ils ne peuvent pas aller dans tous les pays. Donc, ouais, ça devenait quand même compliqué. Est arrivé. Donc, on est resté, je sais plus, 9 mois sans se voir. Et arrive le mois de mai 2021. Et là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je le sentais pas bien parce qu'on avait beau être à 1 500 kilomètres, on ressentait tout chez l'autre. C'était systématique. On ne pouvait pas se cacher quoi que ce soit. De toute façon, l'autre le sentait tout de suite. Et là, je voyais bien qu'il y avait du stress. Alors, il était en plein ramadan, et c'est vrai que le ramadan, pour les musulmans, c'est une vraie période d'introspection. C'est vraiment le jeûne qu'ils font les pousse à aller au plus profond d'eux-mêmes, quoi. Donc, c'est vrai que c'était toujours une période pour lui qui n'était pas évidente, c'est une période de remise en question. Mais là, je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de plus, et je sentais beaucoup de stress. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on s'appelle, qu'on se parle, parce que là, moi, je sens que ça va pas et il faut que tu me dises ce qui va pas. Et en fait, on s'appelle et là, il m'annonce que ça faisait plusieurs semaines que sa famille lui mettait la pression pour qu'il me quitte et qu'il fonde une famille avec une femme tunisienne et qu'il ait des enfants. Mais pourtant, toi, t'étais bien acceptée dans cette famille. Moi, j'étais très, très bien acceptée, mais en fait, j'ai été très en colère. Je me suis sentie trahie, mais à un point mais inimaginable, parce que c'était ma famille. Il faut savoir que moi, j'ai plus de famille et qu'en fait, je les ai rencontrés au moment où je venais de perdre mon père. Ils ont été très, très, très prévenants. Ils m'ont beaucoup entourée au moment du cancer et ils ont été vraiment, voilà, sans rien demander, hein. C'était vraiment, ça venait du cœur, quoi. Et je leur en ai beaucoup voulu, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais après, j'ai fait un travail par rapport au pardon. Et quand j'ai fait ce travail de pardon, donc pardonner, ça ne veut pas dire excuser, hein, ça veut dire juste se libérer de la douleur qu'on porte en soi et puis aussi comprendre éventuellement pourquoi l'autre a agi comme ça. Et je sais que dans leur cœur, ils m'aiment toujours, mais en fait, ils sont tellement régis par leur culture et leurs croyances que pour eux, c'est pas envisageable et c'est pas une bonne chose que de valider, d'approuver une relation comme la nôtre. Je pense qu'ils nous ont laissé vivre ça parce que bah, eux-mêmes étaient touchés, hein, parce que ça se voyait quand même, hein. Moi, j'étais tout le temps avec ses sœurs, enfin, je veux dire, j'étais très très proche de ses sœurs, particulièrement d'une. Mais donc, ils voyaient ce qui se passait. Et comme nos amis, enfin, comme ses amis, c'est pareil, quelque part, cet amour qu'on avait entre nous, bah, ça nourrissait aussi son entourage, quoi. Mais il y a un moment donné, c'était plus fort que tout. Il y a la société, la culture, tout ça a repris le dessus. Et donc, sa mère, sa tante,
Et même ses sœurs ont approuvé la démarche de sa mère. Ils lui ont demandé de me quitter. Voilà, j'ai compris que de toute façon, il n'y avait pas de choix possible. Et comme je m'étais engagée à le laisser partir pour fonder sa propre famille, bah, c'était pour moi le moment de, voilà, de me retirer. Voilà, donc bah, officiellement, notre histoire a pris fin, enfin notre relation a pris fin au mois de mai 2021. Je ne me souviens même pas du jour exact parce que pour moi, ça a été, j'ai sombré dans les abysses. Là, vraiment, c'était mais une douleur que je n'avais jamais, jamais, jamais ressentie au cours de ma vie. Même si cette décision, on l'a prise ensemble, enfin, on l'a prise ensemble, mais on pleurait tous les deux, hein. C'était vraiment, on était dans un drama. On pleurait comme des madeleines tous les deux. Il faut savoir que peut-être que les gens qui nous écoutent se disent, mais c'est n'importe quoi, pourquoi il n'a pas dit à sa famille, bah non, je suis désolée, mais ce sera Nathalie, point barre. Bah, parce que tout simplement, la famille là-bas a une valeur énorme, énorme, énorme. Et ça, c'est quelque chose que je respecte et que je comprends parce que moi-même, ayant vécu avec eux, j'ai mesuré à quel point, effectivement, la famille était soutenante. Je comprenais que pour lui, en fait, c'est une personne en plus très sensible. Pour lui, c'était faire du mal à toute sa famille. Parce que je pense aussi qu'il y a eu quand même un petit chantage affectif. C'était pas possible pour lui. Donc voilà, séparation officielle. On a essayé de continuer un petit peu à parler. C'était mignon entre guillemets parce que il prenait des nouvelles de moi quand même parce que il faut savoir que moi, j'ai souffert comme jamais j'ai souffert, mais je pense honnêtement, je ne sais pas si on peut quantifier la souffrance et ça ne sert à rien de le faire, mais je pense honnêtement qu'il a souffert encore plus que moi parce que lui, en plus, portait la culpabilité de la rupture. Voilà. Et ça, je l'ai très, très vite senti parce qu'il prenait de mes nouvelles, enfin, il s'inquiétait beaucoup, beaucoup pour moi. Il était hyper mal. Il allait aussi mal que moi, sauf qu'au bout d'un moment, ces espèces de conversations où finalement on était aussi mal l'un que l'autre, ça donnait rien du tout, ça nous faisait plus de mal qu'autre chose. Donc on a décidé d'arrêter de communiquer. Voilà, au bout de, je sais plus, 15 jours, 3 semaines, voilà, on a dit stop, ça suffit. Et puis, bah, on n'a plus communiqué pendant 3 mois. Est arrivé le 1er septembre où il a perdu sa grand-mère, que je connaissais, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Et donc, j'ai vu sur Facebook qu'il avait mis une photo, j'ai compris tout de suite. Donc là, je lui ai juste envoyé un petit mot très simple, très court, en lui disant que voilà, je pensais fort à lui, que j'étais là s'il avait besoin. Et c'est tout. Il m'a remercié. 5 jours après, c'était son anniversaire. Pareil, j'ai renvoyé juste un tout petit mot. Et là, il m'a mis, ça me fait vraiment très, très plaisir que tu aies pensé à moi. Mais bon, voilà, comme c'est quelqu'un de profondément gentil, je ne savais pas si voilà, il répondait ça comme ça ou bon. Et puis bah le temps continue à passer. Et en fait, moi entre deux, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait vraiment que je me positionne autrement par rapport à une relation amoureuse, parce que j'étais encore trop dans la dépendance. Et je sais qu'après cette rupture, bon, c'est légitime, hein, mais je me posais des milliards de questions. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que si j'avais eu son âge, ça aurait été différent? Est-ce qu'il a été sincère avec moi? Enfin, j'arrêtais pas, ça tournait en boucle dans ma tête. Et c'était ça qui me faisait souffrir. C'est ça qui nous fait souffrir, en fait. Ce sont nos propres doutes, nos propres peurs, nos propres questionnements. Et moi, je voulais plus de ça. Je voulais vraiment plus de ça. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, parce que je ne savais pas, mais quoi qu'il arrive, je veux plus être dans cette souffrance. Parce que même pendant notre relation, je me posais des questions. Parce qu'il y avait la différence d'âge, la différence de culture, l'éloignement, machin, tout ça. Donc en fait, j'étais jamais à 100% sereine, quoi. Donc j'ai fait ce travail sur moi-même de complétude pour arriver en priorité à nourrir moi-même mes propres besoins, à me donner de l'amour, enfin voilà, des choses qu'on entend beaucoup, mais qui sont pas forcément faciles à faire. Et puis arrive le mois d'octobre, je me souviens plus du jour exact, c'était à peu près mi-octobre. J'étais pas en forme ce jour-là, vraiment pas en forme. Et puis, je me souviens que le matin, même, parce que j'ai un petit journal sur lequel je note mes émotions, mes besoins, des fois j'ai écrit des petites choses, et j'avais mis, parce que je l'ai retrouvé, hein, c'était le matin même, j'avais mis que je demandais à mes guides et mon ange gardien de m'envoyer un signe, quelque chose de positif, enfin quelque chose qui me fasse du bien. Voilà, c'était ça, quelque chose qui me fasse du bien. Parce que j'avais vraiment besoin de réconfort. Et donc, c'était dans l'après-midi, j'étais sur mon lit en train de méditer. Et ce qui est très drôle, c'est que je méditais sur du Coran psalmodié. C'est-à-dire que ce sont des sourates du Coran qui sont chantées. Moi, ça me fait beaucoup de bien parce que forcément, ça me reconnecte à la Tunisie. Et comme c'est ma terre de cœur, donc c'est souvent que voilà, je médite sur du Coran psalmodié.
Et donc, j'avais mon petit casque sur les oreilles avec mon Coran. Et là, le téléphone sonne. Et qu'est-ce que je vois sur l'écran? Son nom. Alors là, autant vous dire que mon cœur est sorti de ma cage thoracique, que j'arrivais même pas à décrocher. Enfin voilà, le temps s'est arrêté. J'étais à la fois dans la stupéfaction, le choc, et puis la peur aussi, parce qu'en fait, j'avais très peur que ce soit quelqu'un qui m'appelle, je ne sais pas pourquoi, hein, mais ce soit quelqu'un qui m'appelle pour m'annoncer une mauvaise nouvelle, qu'il lui soit arrivé quelque chose, je ne sais quoi. En fait, je décroche, c'était bien lui à l'autre bout du fil, il allait bien, donc bon, me voilà rassurée par rapport à ça. Il me demande de mes nouvelles. Bon, moi, j'étais tellement choquée que j'ai dû balbutier deux, trois trucs. Voilà, j'arrivais à peine à parler. Et puis là, il me dit, bah voilà, je t'appelle parce que je voudrais te proposer quelque chose. Alors, et puis alors, il mettait du temps, il développait, il prenait des tours et des détours et des machins. Je disais, mais mon Dieu, quand est-ce qu'il va me dire ce qu'il veut me proposer? C'était terrible. Et à un moment donné, il me dit, bah, je voudrais t'offrir ton billet d'avion parce que je sais que c'est important pour toi, la Tunisie, et je voudrais, voilà, pouvoir t'offrir ça. Et ce qui était incroyable, c'est que à ce moment-là, j'étais dans une situation financière catastrophique. J'arrivais à peine à payer mon loyer ici en France et celui de Tunisie, qui était certes minime, mais qu'il fallait quand même payer. Et en fait, je pouvais pas, j'avais pas de quoi payer un billet d'avion. C'est comme s'il l'avait senti, quoi. Voilà. Je lui dis, bah écoute, je te remercie beaucoup et j'accepte, mais je ne viendrai pas tout de suite. J'ai prétexté je ne sais plus trop quoi. Mais en fait, je voulais pas venir tout de suite parce que j'étais encore dans ce mode relation égotique où je me posais toutes ces questions-là. Alors, il y en avait moins qu'avant parce que j'avais fait du chemin, mais il y en avait encore. Et je savais que ces questions allaient générer des attentes. Et moi, je voulais qu'au moment où j'allais me retrouver devant lui, j'ai zéro question, zéro attente. Je m'étais mis ça dans ma tête. Et donc, j'ai attendu encore 2 mois et demi. Et au bout de 2 mois et demi, c'était fin décembre, bah là, j'ai senti que c'était bon. C'était bon, je me posais plus de questions. J'attendais plus rien de spécial de cette relation. Certes, pour moi, le lien, il existait. Pour moi, il y avait une vraie différence entre la relation et le lien. Mais voilà, du coup, je nourrissais le lien, mais je ne savais pas ce qu'allait devenir la relation. Et dans tous les cas, enfin, comment elle allait évoluer, redémarrer, enfin, etc. Je voulais vraiment plus qu'il y ait de problèmes, de questions, d'attentes, de quoi que ce soit. Et donc, je suis arrivée mi-janvier en Tunisie, un peu fébrile. J'étais un peu dans ma carapace, hein. Comment vous dire que j'avais un peu mis ma carapace de super-héros, mais qui se protège un petit peu quand même. Voilà, parce que bah, je préférais, ça me permettait de prendre un peu de distance et de ne pas être dans l'attente. Et en fait, j'arrive à l'aéroport et bah, il était à l'extérieur puisqu'il ne pouvait pas rentrer à l'époque. Et là, dès qu'on s'est vu, ça... l'attraction, vous savez, l'attraction dont je parle depuis le début. Pof, 2 aimants, quoi, vraiment, hein, 2 aimants, toc. Il m'a prise dans ses bras, il m'a dit, tu m'as manqué, 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 manqué. Et voilà, on ne s'est pas fait de bisous, rien du tout. Il m'a juste prise dans ses bras, il m'a dit que je lui avais manqué, je lui ai dit que lui aussi m'avait manqué. On monte dans la voiture, il m'emmène à notre appart dans lequel il n'habitait plus lui depuis 6 mois, enfin 6, 7 mois, parce que bah, il pouvait pas rester. Cet appart, c'était nous, quoi. Donc c'était insupportable de vivre dans un endroit qui transpirait le nous et dans lequel il y avait plus de nous, quoi. Enfin, alors qu'il y avait plus de nous. Et donc il m'amène donc à l'appart. Et puis bah, très rapidement, il a compris que voilà, il fallait pas m'en demander plus ce jour-là. D'ailleurs, il était très tard le soir, parce que mon avion avait eu du retard. J'étais arrivée à 23 heures. Enfin, je sais pas, il devait être minuit, 1 heure du matin quand on est arrivé à l'appartement. Il m'a embrassée, alors il m'a fait un petit bisou au coin de la bouche. Hein, je me suis dit, oui, oui, bon, de toute façon, je sais comment ils sont. Hein, ils sont très démonstratifs sur certaines choses. On s'est quittés. Et puis, je me suis écroulée comme une masse, hein, parce que voilà, le voyage, les émotions, tout ça. Et le lendemain, il est revenu après son travail, et puis on s'est mis sur le canapé. Et là, il me dit, bon, bah écoute, voilà, vas-y, pose-moi toutes les questions que tu as à me poser, raconte-moi, dis-moi, etc. Et j'avais rien. J'avais rien. Je lui dis, bah écoute, non, j'ai pas de questions à te poser. En fait, toutes ces questions que je me posais étaient reliées à un manque de confiance en moi, un manque d'estime de moi. Et tout ça, c'était parti, quoi. Tout ça, enfin, l'estime de moi était revenue, la confiance en moi était revenue. Et j'avais une vision très, très objective de la situation qui s'était passée. Et j'avais bien conscience que ça ne remettait pas en cause les sentiments enfin, l'amour qu'il avait pour moi. Et puis, voilà, ce qu'il y avait entre nous, quoi. C'était un facteur extérieur qui était venu interférer, mais que ça ne remettait pas en cause ça.
voilà. Et puis, c'est notre histoire, notre relation a redémarré, quoi. Ah, Elle a redémarré, voilà. Ah, c'est ce que j'attendais. Je me disais, mais moi j'ai plein de questions. Moi je veux savoir, est-ce qu'il était prêt pour se mettre avec toi? Est-ce que sa famille, du coup, l'avait forcé à se marier? ce qui s'est passé, en fait, on se l'est avoué peut-être l'avant-dernier jour de mon départ, c'est que l'un comme l'autre, on n'avait fait aucun plan. Et on était persuadés l'un comme l'autre qu'on allait se revoir, bien sûr, mais qu'on se verrait une fois de temps en temps pendant nos séjours. À partir du deuxième jour, il est venu dormir à l'appart et on a repris notre vie de couple, quoi. C'était direct. Par contre, il y avait une grosse différence, très grosse différence, c'est que il y avait une liberté entre nous qui était incroyable. C'est-à-dire que comme moi, je n'avais plus ces questions, mais je pense que lui aussi, on n'était plus dans cette relation égotique avec la peur de perdre l'autre, la peur de ci, la peur de ça. Chacun vivait sa vie. Lui, il allait travailler, parfois il sortait avec ses amis. Moi, je sortais aussi de mon côté, j'allais sur la plage, je faisais des trucs, je me baladais beaucoup et on se retrouvait. On prévoyait pas forcément à l'avance, bah tiens, voilà, on se voit à tel moment, etc. Hyper fluide, hyper naturel. Et c'est vraiment un vrai bonheur. Et puis bah voilà quoi. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis venue aussi en Tunisie pour rendre mon appartement parce que je ne pouvais plus payer les loyers. Les derniers mois, c'est lui. Non seulement il m'a payé mon billet d'avion, mais c'est lui qui a payé les derniers mois de loyer parce que moi, j'arrivais plus à les payer. Donc lui pouvait plus non plus faire face à toutes les dépenses. Donc on a été obligé de laisser notre appartement. Donc le dernier jour, le jour de mon départ, bah, on a fermé la porte ensemble, hein, symboliquement. On s'est fait un petit bisou sur le palier, puis on a dit merci à cet appart pour tout ce qui nous avait permis de vivre, quoi, parce que ça a été clairement notre nid d'amour pendant 6 ans. Mais voilà, il fallait se résoudre à cette chose-là. Et puis moi, je suis rentrée en France. Alors pour te répondre par rapport à sa famille, sa sœur est née à demander à me voir parce qu'on était très, très, très liés. Et moi, je pouvais pas. Je pouvais pas. C'est-à-dire que je leur avais pardonné, mais c'était encore pour moi trop difficile de les voir. Voilà, c'était trop douloureux encore. J'avais pas lâché encore tout, tu vois. J'avais fait un premier chemin du pardon, mais j'avais pas encore réussi à aller jusqu'au bout. Je me souviens qu'une fois, j'ai emmené un de mes tapis au pressing et je suis allée à un pressing super loin parce que je voulais pas. L'autre était à côté du magasin de sa sœur, tu vois. Parce que sa sœur a un magasin, enfin une de ses sœurs a un magasin de prêt-à-porter. Et en fait, en récupérant mon tapis qui est au pressing super loin, qu'est-ce que je croise? C'est trois sœurs ensemble. Tu vois, comme quoi, quand l'univers il a décidé, il te dit, bah toi, ma cocotte, tu peux faire des tours et des détours. Moi, j'ai décidé que tu allais revoir ses sœurs. Donc, c'était 2, 3 jours avant mon départ, je tombe nez à nez avec ces trois sœurs. Et là, malaise, malaise. Enfin, moi, j'étais pas bien, si tu veux. Et elle voulait absolument que je vienne avec elle chez sa maman à lui, tu vois. Et pour moi, c'était non, c'était non. Sa maman a compris au bout de quelques jours que j'étais là. Peut-être qu'elle a eu un indice ou je sais plus je sais pas, quelqu'un qui lui a dit que j'étais dans les parages. Et elle a demandé à me voir. Elle lui a dit, je voudrais voir Nathalie. Et en fait, il lui a dit non. Je ne sais pas du tout pourquoi elle voulait me voir. Je me suis dit sur le moment que c'était certainement pour me dire, je ne sais pas, qu'il fallait que j'arrête, qu'il fallait qu'on arrête de se voir, etc. et même de communiquer. Ou alors peut-être autre chose. Vraiment, j'en sais rien du tout. Mais dans tous les cas, moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, c'était trop difficile. J'ai repris contact avec sa sœur parce que clairement, c'était quand même très, très difficile. C'était comme si je parlais plus à ce qui me reste de famille, quoi. Et donc, j'en ai parlé longuement avec lui. Sa sœur avait dit à plusieurs reprises que je lui manquais beaucoup. Donc, je me suis lancée. J'ai dit, bon, allez, hop, faut dépasser tout ça à un moment donné. Il y a une réalité, certes, mais après, voilà. Et donc là, je reparle à sa sœur. Je recommunique avec une de ses sœurs, sa sœur aînée. Mais je n'ai pas été plus loin par rapport à la famille. La suite, c'est qu'il m'a avoué qu'en fait, il souhaitait quitter la Tunisie. Et là, pour moi, ça a été un autre choc parce que je sais que c'est quelqu'un qui est profondément attaché à son pays, profondément attaché à sa famille. Il a quand même validé en quelque sorte le choix de sa famille au moment de la rupture. Et là, il envisage de quitter cette même famille et de quitter son pays. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, à travers notre relation, à travers la rupture, à travers tout ce qu'on a vécu après, parce que moi, j'ai fait tout un cheminement pendant ce silence qu'il y a eu entre nous, mais lui, il en a fait un aussi. Et en fait, bah, il a pris conscience de plein de choses, quoi. Il a pris conscience d'une part qu'il n'était pas fait pour cette vie-là,
Et ça, parce que aujourd'hui, bien évidemment, on communique encore ensemble, hein. Enfin, je veux dire, on communique toujours ensemble. Et c'est ce qu'il me redit à chaque fois, c'est qu'il n'est pas fait pour cette vie-là, que ce mariage, entre guillemets, forcé, c'est pas lui, quoi. Que même peut-être que le mariage tout court, c'est pas lui non plus. Que certes, il a envie d'avoir des enfants, mais peut-être pas à n'importe quel prix non plus. Et puis qu'il a ce besoin d'indépendance, mais ça, je le sais, parce que c'est une des choses que j'ai perçues quand il me tournait le dos la première fois que je l'ai vu. J'ai ressenti vous savez, cet oiseau libre, quoi. Cet oiseau qui a besoin de liberté, de voler, qui n'a presque pas besoin des autres, en fait. Et qui, pour être heureux, a besoin d'être libre. Et donc, cette rupture, ça a déclenché ça en lui, quoi. On essaye de trouver une solution pour qu'il puisse venir ici en France. On a commencé par le Canada. Alors, moi, je l'aide dans la démarche, mais c'est pareil, je ne l'aide pas pour construire quelque chose avec lui, en couple, en France ou ailleurs. Je ne sais pas du tout comment notre relation va évoluer. Je ne pourrais même pas la qualifier aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire on est en couple ou on n'est pas en couple. Pour moi, on n'est ni l'un ni l'autre. On est liés, quoi qu'il arrive, mais après, comment on va vivre notre vie chacun, je ne sais pas. Est-ce que ce sera ensemble? Est-ce que ce sera pas ensemble? Je n'en sais rien. Et vraiment, c'est pas une question qui revient en boucle. S'il est heureux, mais pas avec moi et pas après de moi, que ce soit au Canada ou je ne sais où, eh ben pour moi, c'est OK. Donc, nous en sommes là. Il est toujours en Tunisie, je suis toujours en France. Et écoutez, j'aimerais pouvoir vous dire, il y aura un troisième épisode dans lequel je vous dévoilerai plein de nouvelles choses. Dans tous les cas, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. J'ai zéro regret, zéro remords. Ça m'a mais tellement fait grandir, ça m'a tellement apporté. Et même aujourd'hui, comme je vous le dis, si on n'est pas un vrai couple, cette énergie qu'il y a entre nous, ce lien qui nous unit, eh bien en fait, lui comme moi, on se rend compte qu'au quotidien, ça nous porte aussi, ça nous permet de faire face aux épreuves que nous vivons chacun de notre côté. Ça reste en suspens, on a envie de savoir la suite, mais elle n'a pas encore été écrite. Du coup, on va patienter une petite année pour avoir l'épisode 3. Voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup pour ton témoignage, pour le partage de cette belle histoire d'amour. Avec plaisir. Si ça peut inspirer, parce que je sais qu'il y a plein de rencontres atypiques et de gens qui ont du mal à assumer ou qui parfois se posent beaucoup de questions. Il y en aura de plus en plus. Je suis convaincue qu'il va y avoir de plus en plus de rencontres comme ça. Donc, si ça vous arrive, ne pas trop vous juger sévèrement et puis suivre votre cœur, quoi. Et c'est pas la première histoire où on ne miserait pas au premier abord dessus, qu'on enregistre dans le podcast. Je pense à Fanny, je pense à Gabriel, des histoires où on vit pas au même endroit, on a une grande différence d'âge, on est déjà engagé dans d'autres relations. Et ça paraît fou. On se demande comment est-ce qu'on peut penser que ça pourrait se concrétiser. Et finalement, 3 exemples qui montrent que, si, il y a quelque chose à partager, quelque chose à vivre. Et puis parfois, il faut sauter dans le vide pour pouvoir le vivre, quoi. Exactement. Je me souviens très bien de l'histoire de Gabriel et Fanny parce que je les ai écoutées avec beaucoup d'attention et ça a forcément résonné en moi. Et oui, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir de nos conditionnements et ne pas avoir peur de prendre le risque de souffrir et de prendre conscience que si à un moment donné on souffre, c'est peut-être lié à quelque chose qui est en nous et qu'on a besoin de travailler, mais pas forcément lié à l'autre ou à la relation. Et à partir de ce moment-là, oui, on peut se lancer vraiment dans ce genre d'histoire. Pour moi, c'est un cadeau de la vie, quoi. C'est un cadeau de la vie. Donc si on dit non à un cadeau de la vie, c'est quand même dommage, quoi. Voilà. Donc, épisode numéro 3 ou pas, je suis très reconnaissante, pleine de gratitude d'avoir déjà vécu tout ça avec lui. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi, Lucie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. Et merci à Nathalie pour le partage de son histoire. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur la plateforme de votre choix.
Si vous avez une histoire surprenante ou si vous connaissez quelqu'un qui a une histoire incroyable, je vous invite à me contacter par mail pour que l'on enregistre ça ensemble. Retrouvez le podcast sur Instagram au nom de Instant T Podcast. À bientôt pour le prochain épisode.